Ce matin, un navire a tenté de briser le blocus iranien dans le détroit d'Ormuz. Il a été pris pour cible par des missiles tirés depuis un navire de guerre iranien. Le bâtiment est maintenant en train de sombrer, et pourtant personne ne parle encore de ce qui se déroule sous la surface, littéralement sous la surface. Parce que pendant que l'attention du monde se concentre sur les frappes aériennes, les missiles et les drones, l'Iran déploie discrètement ses sous-marins dans l'une des zones maritimes les plus stratégiques de la planète. J'ai passé 20 ans dans l'analyse économique internationale. Et ce que je vais vous expliquer dans les 15 prochaines minutes, c'est l'aspect de cette guerre dont personne ne parle réellement. La guerre sous-marine dans le détroit d'Ormuz. Pourquoi elle pourrait tout changer pour la marine américaine et ce que cela signifie, économiquement, pour vous. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas déjà fait. Ce qui se joue dans ces quelques kilomètres de mer pourrait déterminer les semaines à venir. Pour comprendre pourquoi les sous-marins iraniens représentent une menace sérieuse, il faut d'abord comprendre la géographie du détroit d'Ormuz. Et cette géographie est absolument unique. Le détroit mesure environ 34 km à son point le plus étroit. Sa profondeur maximale dépasse rarement 60 mètres. C'est à peu près la hauteur d'un immeuble d'une vingtaine d'étages. Dans le monde de la guerre sous-marine, c'est extrêmement peu. Les eaux peu profondes constituent l'environnement le plus compliqué qui soit pour détecter un sous-marin. Les sonars des destroyers américains sont optimisés pour les grandes profondeurs, l'Atlantique, le Pacifique, avec des fonds marins à 3000, 4000, parfois 5000 mètres. Dans seulement quelques dizaines de mètres d'eau, les signaux acoustiques rebondissent constamment sur le fond, la surface et les reliefs sous-marins. Résultat, la détection devient un véritable cauchemar. Et l'Iran le sait parfaitement. Depuis des décennies, l'Iran développe sa stratégie navale spécifiquement pour ce théâtre d'opération. Pas pour affronter directement la marine américaine en haute mer, ce serait un affrontement perdu d'avance, mais pour rendre le détroit d'Ormuz pratiquement ingérable. Le 3 février 2026, soit 3 semaines avant les frappes de ce matin, 6 vedettes armées appartenant aux gardiens de la Révolution avaient déjà tenté d'intercepter et de capturer un pétrolier américain dans le détroit. Le navire avait continué sa route sous escorte de la marine américaine. Mais le message était clair. L'Iran testait ses procédures, ses réactions, ses délais d'intervention. Puis, le 16 février, le corps des gardiens de la Révolution islamique a lancé des exercices navals à tir réel dans le détroit. Une démonstration rare qui n'avait pas été observée depuis les années 1980. Ils ont également testé pour la première fois le missile de défense navale Sayad 3G, capable d'atteindre des cibles à environ 50 km, tiré depuis le navire Sayad Shirazi. Tout cela, 3 semaines avant les frappes de ce matin. Ce n'étaient pas de simples exercices. C'était une répétition générale. L'arsenal sous-marin iranien, ce que presque personne n'explique. Parlons maintenant des sous-marins iraniens, car c'est là que la situation devient réellement intéressante, et potentiellement dangereuse. L'Iran possède 3 catégories de sous-marins, et leur combinaison crée ce que de nombreux experts militaires décrivent comme une menace asymétrique majeure dans des eaux peu profondes. Première catégorie, les sous-marins de classe Kilo. L'Iran possède 3 sous-marins russes de classe Kilo acquis dans les années 1990. Ces sous-marins conventionnels sont souvent surnommés « trous noirs » par les spécialistes navals. Leur niveau sonore est extrêmement faible. Même dans les grandes profondeurs, ils sont déjà difficiles à détecter. Dans les eaux peu profondes du détroit d'Ormuz, ils deviennent pratiquement invisibles pour les sonars traditionnels. Deuxième catégorie, les sous-marins de classe Gadir. Et c'est là que la situation devient particulièrement préoccupante pour la marine américaine. Les Gadir sont de petits sous-marins de poche d'environ 120 tonnes, conçus spécifiquement pour les eaux peu profondes du golfe Persique. L'Iran en posséderait une vingtaine. Leur petite taille les rend encore plus difficiles à repérer. Ils peuvent opérer dans des zones où un sous-marin conventionnel ne pourrait tout simplement pas manœuvrer. Et ils sont équipés de torpilles ainsi que de missiles. Selon plusieurs analyses militaires, au premier signe d'escalade, ces sous-marins pourraient être déployés pour poser des mines de fond magnétiques et acoustiques dans le détroit, avant de coordonner des attaques avec des vedettes rapides. Troisième catégorie, les sous-marins de classe Fateh. Plus récents et plus sophistiqués. Ces bâtiments ont été développés localement par l'Iran, ce qui signifie qu'ils sont conçus en tenant compte des systèmes de détection américains que Téhéran étudie depuis des années. Et c'est là que se dessine le piège stratégique que l'Iran a patiemment construit. Dans un espace de seulement 34 km de large et environ 60 mètres de profondeur, avec une vingtaine de Gadir, 3 kg et plusieurs Fateh, combinés à entre 3000 et 6000 mines navales selon certaines estimations, la marine américaine ne peut pas simplement envoyer ses destroyers et déclarer la route sécurisée. Chaque navire entrant dans le détroit pourrait être confronté à une mine,
une torpille ou un missile tiré depuis un sous-marin pratiquement invisible. La stratégie du chaos, ce que l'Iran cherche réellement. La question essentielle est maintenant la suivante. Qu'essaie vraiment d'obtenir l'Iran avec cette guerre sous-marine? Et c'est ici que l'analyse devient intéressante, parce que beaucoup de gens se trompent. L'Iran ne cherche pas à couler un porte-avions américain. Ce serait une action suicidaire. Des bâtiments comme l'USS Abraham Lincoln ou l'USS Gerald R. Ford disposent de systèmes de défense multicouches, destroyers lance-missiles, croiseurs, hélicoptères anti-sous-marins, avions de patrouille maritime P-8 Poséidon. Même les meilleurs sous-marins iraniens auraient très peu de chances de franchir ce dispositif défensif. Ce que l'Iran vise en réalité est tout autre chose. Le chaos commercial. L'expert naval Patrick Chevalreau l'a expliqué très clairement. Dans la stratégie iranienne de riposte, il existe une volonté de créer un chaos dans ce passage stratégique afin de perturber les flux commerciaux maritimes qui traversent le détroit d'Ormuz. Pensez-y un instant, les pétroliers, les vraquiers, les porte-conteneurs. Ces navires commerciaux ne disposent d'aucune protection anti-sous-marine. Un seul sous-marin Gadir qui pose des mines dans le corridor de navigation commerciale pourrait suffire à bloquer le trafic pendant des semaines, le temps que les opérations de déminage et de sécurisation soient menées. Un seul torpillage d'un pétrolier commercial sans aucune victime militaire américaine pourrait suffire à faire exploser les primes d'assurance maritime à un niveau tel que traverser le détroit deviendrait économiquement impossible. C'est exactement ce qui s'était produit dans les années 1980 durant la guerre Iran-Irak. La fameuse guerre des pétroliers. Les deux pays attaquaient alors les navires commerciaux de l'adversaire. Près de 500 navires marchands avaient été endommagés. Les assureurs avaient multiplié leurs primes. Le trafic avait ralenti de manière dramatique. Et pourtant, le détroit n'avait jamais été officiellement fermé. Ce matin, un navire inconnu qui tentait de briser le blocus vient d'être coulé par des missiles iraniens. Les compagnies d'assurance commencent déjà à annuler les polices couvrant les navires opérant dans le golfe Persique. Selon le Financial Times, la marine américaine a annoncé la création d'une zone d'alerte maritime et a reconnu qu'elle ne peut pas garantir la sécurité des navires neutres ou commerciaux dans la région. Cette dernière phrase est tout simplement stupéfiante. La plus grande marine du monde vient d'admettre publiquement qu'elle ne peut pas garantir la protection des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz. C'est précisément le message que l'Iran espérait entendre. La réponse américaine, puissante, mais limitée. Comment la marine américaine répond-elle à cette menace sous-marine? Les États-Unis ont déployé 18 navires de guerre dans la région, mer d'Arabie, détroit d'Ormuz, mer Rouge et Méditerranée. Parmi eux, plusieurs destroyers positionnés directement dans le détroit. L'USS MC Fall et l'USS Mitcher sont actuellement présents dans le détroit d'Ormuz lui-même. Ces destroyers sont équipés de systèmes anti-sous-marins extrêmement avancés, sonars actifs et passifs, torpilles anti-sous-marines et hélicoptères embarqués capables de traquer des sous-marins. La marine américaine dispose également d'avions de patrouille maritime P-8 Poséidon, considérés comme les meilleurs chasseurs de sous-marins au monde. Ils peuvent larguer des bouées acoustiques, analyser les signatures sonores et suivre des sous-marins en temps réel. Mais voici la limite fondamentale de tous ces systèmes. Dans seulement 60 mètres d'eau, avec un fond marin complexe et parsemé d'îles, notamment les îles iraniennes d'Ormuz, de Keshm et de l'Arak, la détection reste un défi majeur. Les sous-marins Gadir iraniens ont été conçus précisément pour cet environnement. Les systèmes américains, eux, ont été optimisés pour d'autres types d'océans et d'autres profondeurs. Et le commandement central américain, le CENTCOM, l'a reconnu implicitement. Début février, avant même les frappes de ce matin, il avait signalé des approches agressives de drones iraniens vers le porte-avions USS Abraham Lincoln opérant en eaux internationales. Ce n'était pas une simple erreur de navigation de la part de l'Iran. C'était un test. Un test des réactions américaines. Une mesure des temps de réponse. Une cartographie des systèmes de défense. Donald Trump lui-même avait déclaré en annonçant l'opération ce matin: « La vie de nos courageux héros américains pourrait être perdue. Nous pourrions subir des pertes. Cela arrive souvent pendant les guerres. » C'est une reconnaissance explicite que la marine américaine reste exposée dans ce théâtre d'opération. L'impact économique direct, ce que cela coûte réellement. Et maintenant, parlons de ce qui vous concerne directement. La guerre sous-marine dans le détroit d'Ormuz n'est pas seulement une histoire militaire fascinante. C'est aussi une machine capable de générer de l'inflation à l'échelle mondiale. Voici comment cela fonctionne concrètement. Premier effet, les assurances maritimes. Dès qu'un navire est coulé dans une zone stratégique, les assureurs classent immédiatement la région comme zone de guerre. Les primes explosent.
Le Financial Times confirme ce matin que plusieurs compagnies d'assurance annulent déjà leur police pour les navires opérant dans le golfe Persique. Sans assurance, un armateur rationnel ne peut tout simplement pas envoyer son navire. Résultat, même si le détroit reste techniquement ouvert, il devient fonctionnellement fermé. Deuxième effet, le coût des détours. Les navires qui choisissent de contourner la région en passant par le cap de Bonne-Espérance doivent parcourir environ 6000 km supplémentaires. Cela représente 2 à 3 semaines de voyage en plus. Ces coûts supplémentaires se répercutent directement sur le prix des marchandises. Et dans un monde où les chaînes d'approvisionnement fonctionnent en flux tendu, ces retards provoquent rapidement des ruptures de stock, des hausses de prix et des perturbations en cascade. Troisième effet, la prime de risque permanente. Même si le conflit se résout rapidement, la prime de risque géopolitique associée au flux passant par Ormuz ne disparaît pas immédiatement. L'Iran a démontré ce matin qu'il pouvait perturber le détroit et couler des navires. Les marchés vont intégrer ce risque durablement. Le coût du transport maritime avait déjà atteint son plus haut niveau depuis 6 ans avant les frappes de ce matin. Ce niveau ne reviendra pas à la normale rapidement. Pour vous au Canada, chaque augmentation d'$1 du baril de pétrole se traduit par environ 0,3 à 0,4 cents de plus par litre à la pompe. Le Brent était à $73 vendredi. JP Morgan projette un prix entre 120 et 130 $ si la situation se prolonge. Cela représente environ 15 à 20 cents de plus par litre. Un plein de 60 litres coûterait alors environ $12 supplémentaires chaque semaine. Et l'inflation qui en découlera pourrait empêcher la Banque du Canada de baisser ses taux d'intérêt. Votre hypothèque resterait donc élevée plus longtemps. 3 chiffres à retenir absolument. 20 Ghadir. C'est le nombre approximatif de sous-marins de poche iraniens capables d'être déployés dans le détroit. Chacun peut poser des mines, lancer des torpilles et rendre le passage commercial extrêmement dangereux. 60 mètres. C'est la profondeur maximale du détroit d'Ormuz. C'est précisément pour cette raison que les sous-marins iraniens sont si redoutables dans cet environnement particulier et que la supériorité navale américaine peut être partiellement neutralisée. 120 à 130 $. C'est la projection de JP Morgan pour le prix du baril si la crise se prolonge. Ce chiffre pourrait vous suivre directement à la pompe, à l'épicerie et même sur votre relevé hypothécaire. 3 éléments à surveiller dans les prochaines heures. La marine américaine va-t-elle tenter d'imposer un passage sécurisé dans le détroit avec une escorte militaire pour les navires commerciaux? Si c'est le cas, le risque d'incident avec les sous-marins iraniens augmente considérablement. Deuxième point, l'OPEP se réunit ce dimanche 1er mars. Vont-ils activer des routes alternatives comme les pipelines IPSA en Arabie Saoudite ou Abshan Fujairah aux Émirats pour contourner Ormuz? Cette décision influencera directement le prix du pétrole dès lundi matin. Troisième point, la Chine. Pékin perd 2 fois dans cette crise, ses approvisionnements en pétrole iranien et ses importations énergétiques provenant du Golfe. La pression chinoise sur l'Iran pour ouvrir le détroit pourrait être massive. Si Pékin intervient comme médiateur, le détroit pourrait rouvrir rapidement. Mais si la Chine choisit de laisser la situation se détériorer afin d'affaiblir Washington, alors la crise entrerait dans une dimension totalement différente. Ce qui se joue ce matin dans ces 34 km de mer peu profonde est une leçon que le monde a ignorée pendant plus de 40 ans. La géographie, c'est la stratégie. Et l'Iran a eu 40 ans pour se préparer à ce moment. Je continuerai à décrypter cette situation en temps réel. Activez les notifications. Cloche.